tout le monde, enfin, notamment ceux qui ont fait et organisé ce colloque pour m'avoir invité. C'est un immense plaisir et honneur que d'être parmi vous. Je viens de loin, mais j'ai déjà appris beaucoup et j'ai reçu mon salaire, comme on dit. Et il me reste encore 2 jours. Donc c'est très bien. Je vais essayer de faire partager moi-même mon expérience de praticien, parce que je suis certes enseignant, mais je suis aussi et avant tout magistrat. Magistrat administratif. Et on a vu depuis ce matin des raisonnements, des arguments transdisciplinaires. On est allé aussi assez haut dans la réflexion. Et je vais vous ramener tout en bas. On va mettre les mains dans le cambouis un petit peu, en abordant 2 ou 3 exemples concrets de l'application de la laïcité en France par l'application, le traitement, je dirais, par les politiques, les médias, les justiciables et, in fine, par les juges. Parce qu'il revient aux juges, à la fin, de dire ce qu'est la laïcité et comment on doit l'appliquer. Sachant qu'en France, c'est pas comme au Sénégal. Nous, on a juste l'article 1 de la Constitution qui dit la République est laïque, indivisible, etc. Mais c'est tout. Après, on renvoie à d'autres textes, et c'est notamment la jurisprudence qui va définir ce que c'est. Je vais rebondir un petit peu avant de commencer mon propos sur la fin du propos de mon collègue qui était passionnant et qui a terminé sur le vivre ensemble. La laïcité, donc, c'est un peu le reflet, le miroir d'une société. Elle n'est pas spécifique à la France. Comment dire, elle suit en fait l'évolution de la société française. Mais sa conception rejoint d'autres conceptions. Et donc je disais, la laïcité, la conception que l'on peut se faire de la laïcité en France, mais aussi ailleurs, dépend de la conception que l'on se fait d'autres notions, et notamment de la politique, ou de la société de manière essentielle. Vous savez qu'en politique, en sciences politiques, je m'autorise un petit passage, essentiellement, ce que disait Carl Schmitt par exemple, c'était que le politique, c'est la désignation de l'ennemi. Et ce qui rend essentiellement un groupe politique, c'est qu'il arrive à désigner un ennemi. C'est que bien plus tardivement, même très récemment, que la politique, ça veut aussi dire le vivre ensemble. Moi, je préfère ça, vraiment. Mais ça ne va pas de soi. Ça va pas de soi. Et on a cette laïcité qui est aussi le reflet de cette distinction. On va avoir, notamment en France, un combat, mais pas qu'en France, entre 2 conceptions de la laïcité. Une laïcité fermée, d'exclusion, qui va d'abord viser à interdire, et une laïcité ouverte d'inclusion, on va d'abord dire que, et c'est historiquement et juridiquement cette conception-là qu'il faut retenir, la laïcité est une liberté. C'était essentiellement ça. D'ailleurs, c'est l'article 1 de la loi de 1905, mais que les médias et les politiques ont vraiment tendance à oublier. À oublier dans un contexte français très particulier, depuis 2015 notamment, où on a eu Charlie en janvier, le Bataclan et Stade de France en novembre, et la promenade des Anglais en juillet 2016, entre autres. Aussi, après. Mais bon, voilà. Mais ça a commencé vraiment, en France en tout cas, la réaction et cette dichotomie après le Bataclan. Et donc on va avoir, en plus de cette évolution sociale qui est marquée par le conflit et la peur, on va avoir en France une évolution
qui remonte à il y a plus longtemps, hein, qui a 20-30 ans, d'inspiration, on va dire, anglo-saxonne, qui veut que la société se juridicise et se juridictionnalise. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les membres d'une société vont avoir tendance à penser leur rapport essentiellement en termes juridiques, en termes de rapport juridique. C'est mon droit d'eux contre ton droit d'eux. Et ce juridictionnalisme, pardon, ça veut dire que on va résoudre ces conflits de rapports juridiques par un procès, par une procédure devant les tribunaux. Et donc on va avoir, depuis quelques années, un développement de ces procédures devant les tribunaux qui vont donner l'occasion aux magistrats de poser, rappeler, parfois innover, pour bien poser les principes juridiques de la laïcité. Il faut bien comprendre, dans le contexte français, hein, le séisme qu'ont constitué les attentats depuis 2015, ce qui a donné lieu, là encore, troisième contexte français, à un développement de deux, on va dire, courants assez différents. Un courant politique de repli sur soi, qui va prôner, on va dire, l'identité nationale. On est chez nous, valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe. Et en parallèle, on va avoir un renouveau du religieux, du spirituel, mais du religieux, mais d'une certaine forme de religieux qui est le fondamentalisme, avec une idée très précise de où on veut aller et comment on veut y aller. Et le droit est un mode d'expression de cette hégémonie et de cette volonté de prise de contrôle. Le droit est aussi un mode d'expression de défense de la part, je le rappelle, de cette première frange de population qui veut dire on est chez nous. Tout ce contexte-là, très français, c'est pour ça que ce dont je parle n'a pas vocation à servir d'exemple pour notre pays, mais ça peut arriver. La société évolue avec les réseaux sociaux, avec différents modes de communication. Il peut y avoir des crises climatiques, terroristes, militaires, tout ce qu'on veut, qui font que la société se crispe. Et ce qui marche à un moment donné, parce que c'est facile, se grippe et se bloque lorsque le contexte est compliqué. Et c'est quand le contexte est compliqué qu'il faut avoir l'esprit clair. C'est moi qui fais ça? L'esprit clair. Et garder la boussole. J'ai entendu ce matin une formule qui m'a bien plu, c'était que la foi est une torche. J'ai entendu ça. La foi est une torche qui éclaire le chemin. Ben, le droit, c'est la boussole qui montre, en fait, même si le chemin est éclairé, où on doit aller. Le droit, c'est pour ça que c'est important de mon point de vue, juriste praticien, c'est froid, mais froid dans la bonne acception. C'est-à-dire que le droit ne devrait pas, on va dire, être appliqué avec ses propres affects, ses propres idées politiques et convictions. Et lorsque on va aborder maintenant 2-3 exemples pratiques, vous allez voir que c'est tout sauf évident. En France, par exemple, on a eu le burkini en 2016. Burkini, vous savez ce que c'est, évidemment. Et après un premier épisode assez comment dire, énergique dans le nord de la Corse, les maires de Nice, des communes littorales de la Côte d'Azur, pardon, ont pris des arrêtés pour interdire. Alors, c'est pas anti-burkini, c'est
interdire le port de tout vêtement contraire aux principes d'hygiène, de sécurité, aux bonnes mœurs, à la laïcité et à l'ordre public. Un collectif a attaqué ça au tribunal en référé liberté, hein, donc pour atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Audience à laquelle j'ai participé, on était 3. Et à l'audience, l'avocat de la commune en question, sur les questions que je lui pose, me dit, mais oui, de toute façon, oui, en fait, notre arrêté est motivé exclusivement par le port ostentatoire du burkini sur les plages. Et donc, c'est une atteinte à la laïcité. De mon point de vue, l'affaire était terminée, puisque l'avantage de passer en dernier après une journée de travail, c'est que vous savez ce que c'est que la laïcité et qu'elle n'a pas vocation, a priori, en tant qu'interdiction, à s'appliquer dans l'espace commun, à la plage. C'est comme dans la rue. Donc on ne peut pas interdire, enfin on ne peut pas interdire, on peut interdire, après on voit ce qui se passe, mais à la base, la laïcité n'est pas faite pour interdire le port d'un signe religieux dans l'espace commun, à la plage. Pour moi, c'était facile. Mais en fait, il y a eu débat derrière quand même avec mes collègues qui ont retenu l'atteinte à la laïcité. Je vous passerai les détails parce que déjà, je ne peux pas trop en parler, je suis astreint au secret du délibéré. On a quand même passé 3 jours pour réfléchir à ça. Et donc, on rend une ordonnance qui confirme la légalité, pour aller vite, hein, de l'arrêté anti-Burkini. Et le Conseil d'État, une semaine après, a annulé l'ordonnance, ainsi que l'arrêté, en disant, en rappelant un principe très simple qui date d'il y a plus de 100 ans, hein, quasiment, on ne réglemente pas le port d'un vêtement sur la plage pour d'autres raisons que l'ordre public et éventuellement les mesures d'hygiène, oui, et la décence. C'était bon de le rappeler dans un délai aussi bref, mais pendant une semaine, j'ai eu des sueurs froides en me disant, mais où je suis comment on peut en arriver à interdire quelque chose sur une plage, enfin un vêtement sur une plage? Se poser la question de l'ordre public, effectivement, mais l'ordre public, en tout cas sur le littoral du Côte d'Azur, je ne parle pas de la Corse, il n'y avait pas eu de trouble. C'était le risque de trouble qui était allégué. Et en fait, il y a eu des troubles dès lors que l'arrêté a été mis en application et qu'on a fait enlever à des femmes leur burkini sur la plage, devant leurs enfants. Là, oui, il y a eu des troubles. Mais comme la prophétie autocréatrice, c'est l'arrêté qui a créé le trouble qui était censé endiguer, en fait. Et donc, le Conseil d'État rappelle cette évidence que la laïcité, enfin, le port d'un vêtement, c'est la liberté personnelle, et l'expression d'une religion est d'abord une liberté que l'on ne peut réglementer que dans le cas de troubles à l'ordre public. C'est un principe très simple, juridique très simple, mais qui, dans un contexte troublé, je le répète, ne va pas de soi. Autre exemple. Toujours pareil, hein, tous ces exemples-là datent entre 2016 et 2018, c'est-à-dire dans un contexte très très particulier. On a aussi eu une vague de procédures sur, et encore aujourd'hui il y a débat, hein, sur les menus de substitution à l'école. Ça veut dire, est-ce qu'une cantine peut ou doit ou ne doit pas proposer des repas sans viande, sans porc à certaines journées de la semaine pour, on va dire, selon les expressions, hein, plaire à telle ou telle religion, ou alors au moins, comment dire, faire privilégier l'intérêt de l'enfant qui doit manger à sa faim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, notre ancien président Sarkozy avait eu cette sortie, qui n'était pas idiote d'ailleurs, hein, mais qui était très mal formulée,
en disant non, on ne va pas instaurer forcément de repas de substitution. Et ben, les enfants qui ne mangeront pas de jambon mangeront 2 fois de frites et du dessert. Ça peut se défendre. Ça peut se défendre, sauf que là, on perd de vue l'aspect nutritionnel du problème. Et donc, pour en revenir à cette affaire, la Cour d'appel a eu à se prononcer sur 2 cas un peu similaires. Premièrement, un habitant d'un village qui demande à son maire d'interdire les menus de substitution au nom de la laïcité. Le raisonnement, c'est la laïcité, c'est la neutralité du service public. Donc prévoir des menus spéciaux par rapport à des religions, ça méconnaît ce principe. Et donc on vous demande de mettre fin à cette violation. Et seconde affaire, concomitante, à notre village pas loin, le maire qui, après 30 ans de pratique de ces repas de substitution, décide du jour au lendemain d'arrêter. Et là encore, il le motive pour une question de laïcité. Les tribunaux ne sont pas d'accord, les tribunaux de première instance ne sont pas d'accord sur les solutions à donner, et donc c'est la Cour d'appel de Lyon qui va trancher en 2018 et qui va rappeler ces 2 principes. La laïcité n'y est pour rien. Comme d'ailleurs le burkini. La laïcité n'y est pour rien. La laïcité ne commande pas que l'on prévoit des menus de substitution, et la laïcité ne commande pas qu'on les supprime également. Ce qu'on a reproché au maire qui avait supprimé ces menus, c'est le motif. C'est parce que, au nom de la laïcité. En fait, la Cour d'appel a considéré, a appliqué un principe assez ancien qui dit, au bout de 30 ans, une pratique devient quasiment un droit acquis. Et on ne peut revenir sur ce droit acquis que pour des motifs bien particuliers qui sont éventuellement des difficultés de gestion, d'organisation du service public, des coûts exorbitants qui justifient que l'on mette fin à une pratique que l'on faisait. Mais le maire, à aucun moment, n'a invoqué ces difficultés. Il a juste invoqué la laïcité, c'est un motif erroné, donc annulation. Dans ces 2 affaires, le burkini et les repas, on voit en fait que davantage que d'appliquer la notion de laïcité, le travail du juge, ça va être d'abord de dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Et d'abord, quels thèmes ont rapport avec la laïcité et quels thèmes n'ont aucun rapport avec la laïcité. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que les politiques, parce que les médias, et aucun pays n'est à l'abri de ces dérives-là, surtout avec le développement des réseaux sociaux, les politiques et les médias brandissent aujourd'hui la laïcité comme un étendard, derrière lequel un ou l'autre camp va se réfugier, se resserrer pour emporter la conviction. Quand on parle de laïcité aujourd'hui, c'est un terme émotif. C'est pas un terme neutre, laïcité. C'est quasiment un terme militant, quel que soit ce qu'on met derrière. Et donc, politique et médias se servent de ce terme-là à des fins qui leur sont propres. Les politiques pour avoir raison, pour emporter la conviction, et les médias pour faire le buzz. Classiquement, malheureusement. Et ces affaires-là, les burkinis et les repas, sont l'exemple type de, on va dire, faux problème. Il y a un problème, donc on le résout effectivement, mais ce n'est pas un problème de laïcité.
Dernier exemple dont je vais parler, qui paraît aussi un peu futile, les crèches de Noël. C'est très français ça aussi sûrement, hein, les crèches de Noël. Vous savez qu'en France, bon, dans les pays de tradition chrétienne, on fait un arbre de Noël et puis il y a une crèche. Moi-même, je fais ma crèche tous les ans avec le petit Jésus que je mets, surtout pas avant Noël, parce que il est pas né. Et puis on fait bouger les rois mages, tout ça, bon. Alors que je crois pas du tout. Mais c'est la tradition, c'est la famille, bon bref. Certaines mairies, vous savez, le font également. Dans leur parvis ou à l'intérieur, il y a des grandes crèches, des grandes fresques. Bon. Et après 2015, c'était problématique un petit peu avant, mais pas du tout à ce point-là, hein, vraiment. Après 2015, des politiques ont commencé à faire de l'instauration des crèches dans leurs bâtiments publics, les mairies ou hôtels de région par exemple, de cette donc, instauration de crèche, un acte politique fort. Nous sommes de culture chrétienne, catholique, et nous revendiquons cette culture-là en mettant cette crèche immense dans le hall de la mairie. En parallèle, nous avons l'autre versant, donc ces activistes religieux qui contestent tout, et qui disent, et qui, dès qu'une crèche passée, attaquent en disant mais non, 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 c'est pas possible. Et donc on a été saisi, à ma grande surprise, parce que je me dis mais en quoi une crèche ça peut porter atteinte à une liberté fondamentale? Et puis après réflexion, ben, pourquoi pas? Bref. D'autant que les juridictions étaient là encore divisées. Certaines juridictions insister sur le caractère cultuel de la crèche, donc religieux, et d'autres juridictions insister sur le caractère culturel de la crèche, côté traditionnel. Et donc le Conseil d'État, pour le coup, a tranché une question de laïcité en disant, si on se réfère à la loi de 1905, l'État neutre, il est interdit d'installer une crèche dans un bâtiment public, puisque la crèche est l'expression, notamment, d'une religion. On ne peut pas, par principe. Sauf deux exceptions classiques. La première, si c'est une tradition ancienne que le bâtiment accueille une crèche, donc avant tout ça se conflictualise, hein, donc ça fait 50 ans, 100 ans, 200 ans qu'il y a une crèche, ben voilà, on va continuer. Ou deuxièmement, peut-être que si ça se fait dans un cadre artistique ou festif. Voilà, un marché de Noël, etc., on présente des artisans, alors à ce moment-là, on va tolérer une crèche dans un bâtiment public, mais parce que c'est pas la crèche en elle-même qui est importante religieusement, mais c'est le contexte festif ou artistique, ou commercial. Voilà, donc, tout ça pour dire quoi? On a un contexte français très particulier qui, je le répète, peut se développer, peut se transmettre à d'autres... J'arrête, c'est bon. À d'autres pays, puisque c'est une évolution, je pense, globale de nos sociétés. Cette laïcité, elle est instrumentalisée de tous bords. C'est au-delà des questions politiques au sens noble, philosophiques, ethnologiques, historiques, dont on débat, c'est très intéressant, mais la vraie vie des gens, des politiques et des médias, et des religieux, elle se passe beaucoup plus bas, quasiment au niveau de la ceinture, je dirais. Et ça, il appartient aux magistrats d'appliquer le droit de manière neutre, froide, mécanique, en se fondant sur des principes. C'est là où je finis par là où j'ai commencé. Si la foi est une torche, le droit est une boussole.
Il appartient aux juridictions de dépassionner le débat et de remettre les choses dans leur contexte et de remettre la laïcité là où elle doit être. Et aujourd'hui, la laïcité est partout. Si elle est partout, elle est nulle part. Donc elle n'est rien. Et l'intérêt de ce colloque, entre autres, c'est de bien définir ce qu'est la laïcité pour qu'elle continue à exister. Je vous remercie.